Bonjour, dans cette petite vidéo, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire sur les effets stériques et les effets électrostatiques des molécules, sur leurs conséquences, soit sur la réactivité, soit sur la stabilité des molécules et sur le déroulé d'une réaction chimique. Commençons par les effets stériques. L'adjectif stérique, qui vient de stère, est un mot qui veut dire volumique. L'idée pour nous, c'est de se rappeler que le volume propre que l'on associe à une molécule est lié au volume qu'occupent les électrons qui caractérisent son nuage électronique. Évidemment, ces électrons ne peuvent pas se rapprocher aussi près qu'on le voudrait les uns des autres sans être très rapidement soumis à des formes de répulsion extrêmement fortes. C'est ce qu'on appelle les effets stériques. Alors, ces effets stériques, vous les aviez déjà utilisés en sup dans des exercices où l'on s'était posé des questions sur la conséquence de l'existence de ces forces de répulsion électrostatique et qui avaient un lien bien entendu avec la conformation, c'est-à-dire la manière dont la molécule place dans l'espace les différents groupes qui la constituent. Vous aviez comme ça été amené à tracer des courbes d'analyse dimensionnelle, d'analyse conformationnelle, pardon. J'ai choisi ici l'exemple de la courbe sur le butane. Rappelez-vous, on imaginait des rotations des différents substituants par rapport à la liaison centrale et on évaluait les interactions de répulsion qui étaient mises en œuvre de manière à estimer l'énergie de la molécule dans chacune de ces conformations. Si vous n'avez jamais refait ces exercices-là, je vous engage quand même à aller en refaire un ou deux, et surtout histoire de vous rappeler le vocabulaire spécifique qui y est lié. On parle de conformation anti, de conformation décalée, de conformation gauche. Il faut que vous sachiez ce que veulent dire ces petits mots-là. Et si cet exercice est intéressant et vous fera le plus grand bien pour vous rafraîchir la mémoire, aujourd'hui c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je vais vouloir m'intéresser à la manière dont une réaction a lieu, ces effets stériques ont quelquefois des conséquences extrêmement surprenantes, pouvant aller jusqu'à expliquer qu'une réaction n'aura tout simplement pas lieu. Pour une raison toute simple, c'est que le réactif dont j'imagine qu'il allait attaquer sur une molécule, que j'appelle le substrat, eh bien ce réactif n'aura tout simplement pas la place de passer. Pour expliquer qu'une réaction est bloquée par un problème de volume disponible, j'emploierai l'expression de gène stérique. Intéressons-nous maintenant aux effets électrostatiques et à leurs conséquences qui sont les forces d'interaction qui vont exister entre différentes molécules dans une phase. Le premier de ces effets électrostatiques, c'est la polarité, et je vous avais déjà signalé que je considère que cet effet est un effet statique, parce que c'est un effet permanent dans la molécule. Quand est-ce qu'une polarité est en place? Lorsque je suis sur une molécule qui possède un nuage électronique qui n'est pas réparti de manière symétrique autour des noyaux. Bien entendu, la polarité d'une liaison, elle est liée à la différence d'électronégativité entre les deux atomes, les deux éléments qui sont engagés dans la liaison. Si je réfléchis sur un petit dessin et que j'imagine que ma molécule est une molécule AB, lorsque je sais que l'élément A est plus électronégatif que B, alors j'ai appris et je sais que je peux considérer que les électrons de la liaison entre A et B vont être attirés fortement par A, de manière à ce que la densité électronique autour de A va augmenter, et que dans le même temps, bien entendu, la densité électronique autour de B, elle va diminuer. D'où une représentation symbolique et graphique de la forme que prend le nuage électronique. J'oserais presque vous dire que j'imagine une orbitale moléculaire qui serait dissymétrique, fortement développée sur l'atome le plus électronégatif. Alors quelles sont les conséquences de savoir qu'une liaison est une liaison polaire? Tout d'abord que je vais pouvoir définir pour caractériser cette liaison un moment dipolaire. Vous vous rappelez que ce moment dipolaire, il est calculable en calculant son module qui est la charge portée par chacun des deux atomes, multipliée par la distance qui sépare les deux, et que c'est un vecteur qui est orienté selon un vecteur U qui va de la charge moins à la charge plus, et c'est une grandeur qui est une grandeur vectorielle. Lorsque les molécules sont polarisées, qu'il y a donc un moment dipolaire,
permanent. Alors dans ce cas-là, je vais pouvoir comprendre que si deux molécules de cette nature-là coexistent, elles vont s'orienter les unes par rapport aux autres, de manière à ce que les moments dipolaires vectoriels eux-mêmes s'orientent les uns par rapport aux autres. En s'orientant, elles vont mettre en œuvre des interactions électrostatiques fortes que nous avions appelées les forces de Kison. Le deuxième effet électrostatique extrêmement important qu'il faut que vous sachiez manipuler, c'est l'effet de la polarisabilité. Contrairement au dipôle permanent dont nous venons de parler, cet effet de polarisabilité est un effet dynamique induit. Il n'existe pas au départ, il apparaît suite à une interaction que subit la molécule. Cet effet traduit donc le fait que les électrons du nuage moléculaire peuvent être mis en mouvement, à condition que une interaction électrique existe et je la qualifierai de champ électrique extérieur. En chimie, ce champ électrique extérieur est généralement le fait qu'un composé polaire avec un dipôle électrique finalement est à proximité immédiate de la molécule qui m'intéresse. Regardons le petit schéma qui a été posé à côté. J'imagine que la molécule A, qui est une molécule qui possède un moment dipolaire permanent, des pôles marqués dans sa structure, s'approche d'une molécule qui était au départ une molécule apolaire avec un nuage symétrique. Et j'imagine que cette molécule, je peux dire d'elle qu'elle est polarisable, c'est-à-dire que l'action d'un champ électrique extérieur sur son nuage électronique va permettre à ce nuage électronique de venir se déformer. Puisque le nuage se déforme, je vois apparaître par conséquence des pôles sur cette molécule qui, à son tour, devient une molécule polaire, mais je dirais que c'est une molécule polaire induite. Son moment dipolaire est donc un moment dipolaire induit. Il est proportionnel à l'excitation extérieure soumise, donc au champ électrique, et c'est cette polarisabilité de la liaison qui va lui donner ces nouvelles propriétés électrostatiques. Vous vous rappelez qu'on a déjà établi qu'un atome est d'autant plus polarisable que son rayon atomique est grand, qu'il est gros, que ses électrons de valence sont peu soumis à l'effet attracteur de son noyau. Donc, des molécules initialement apolaires peuvent devenir polarisables, mettre en œuvre des charges et des forces électrostatiques, et donc la conséquence de cette polarisabilité, c'est l'existence des forces de, et non pas Kison, puisque je l'ai mal écrit, mais de Debye. J'insiste lourdement sur ça, désolé pour la faute de frappe. Ces dipôles induits sont soumis à des forces de Debye. Enfin, pour clôturer ce volet de l'étude des forces électrostatiques mises en présence dans une structure moléculaire, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas que des moments dipolaires permanent ou induit par polarisabilité, mais que quand je parle d'une répartition électronique autour des noyaux de la molécule, je sais très bien que la première des choses, c'est qu'un électron, ça n'est pas localisé dans l'espace, ça a un mouvement propre, j'appellerais ça une agitation électronique. Et que cette agitation électronique, presque analogue à une agitation dite thermique en physique, a pour conséquence que, de manière instantanée, les électrons ne sont pas répartis équitablement autour des noyaux. Et puisqu'ils ne sont pas répartis équitablement, je vais voir apparaître au sein de ma molécule des zones totalement aléatoires dans lesquelles soit il y a un excédent de charge, un delta-, soit il y a un déficit de charge, un delta+. À partir du moment où je fais apparaître des zones faibles de charge, je comprends que ma molécule va pouvoir mettre en œuvre des moments dipolaires instantanés qui, s'ils ont des valeurs d'intensité extrêmement faibles, existent par contre en très grand nombre et que ces moments dipolaires instantanés vont avoir la capacité d'assurer de la cohésion entre deux molécules puisque ces moments vont s'attirer. Ces forces électrostatiques dues au mouvement désordonné des électrons
Et au moment dipolaire instantané, ce sont les forces de London, qui complètent la trilogie que vous connaissez tous sous le vocable de force de Van der Waals.